Bonjour à toutes et à tous. Donc, il est 18h30. Nous allons peut-être attendre encore quelques instants avant de démarrer. Euh, donc, on va attendre peut-être 2-3 minutes, le temps que les retardataires se connectent. Là, on est à combien, Christine? Là, si on peut peut-être... est-ce que tu vois le nombre de personnes? Oui, 15 personnes. D'accord. On attend encore un petit peu, encore une minute. Comme le programme est très chargé, Oui. on ne va pas trop tarder. Là, les gens arrivent, on est à 17, D'accord. 18. Bon, je vais démarrer. J'ai 32, donc nous allons démarrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour le premier CAFConf de cette année et autour d'un thème qui nous tient à cœur, le rétablissement donc des personnes concernées par un trouble psychique. Les deux co-animatrices et modératrices sont Christine et moi-même. Alors, pour ma part, je suis bénévole, donc Laurence, active depuis plusieurs années à Promesse et membre de son CA. Et je laisse le soin à Christine de se présenter directement. Bonjour, donc Christine, je suis également bénévole à Promesse, également membre du CA et membre de la commission formation et soutien aux familles. Alors, merci Christine. Alors, je remercie sincèrement Sabine Lucot d'avoir accepté d'intervenir à titre gracieux. Il faut savoir que nous sommes en relation depuis 2 ans et que nous avons mis 2 ans donc, pour aboutir à la réalisation de ce CAFConf. Alors, Sabine Lucot, donc notre intervenante, est experte en insertion professionnelle et inclusion par l'emploi. Et pendant environ 30-35 minutes, donc, nous expliquera au travers de sa présentation pourquoi le titre et ce titre de ce CAFConf, Santé mentale au travail, et si nous changeons d'air et d'air. Nous vous rappelons que ce CAFConf se fait donc selon les principes de Profamille, donc, dans la bienveillance, le respect de la confidentialité des échanges, bien sûr, et l'écoute. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions et nous ne pouvons et ne pourrons certainement pas répondre donc à toutes vos questions, mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour que nous puissions vous apporter donc des informations complémentaires si nous le pouvons. Aussi, après cette présentation, nous vous demanderons donc de lever la main en cliquant sur le bouton Réagir et alors nous vous donnerons la parole. Donc, merci de votre compréhension. Alors, nous démarrons le CAFConf donc maintenant et nous avons prévu d'accepter tout participant au fur et à mesure de ce CAFConf. Sabine, je vous laisse le soin de vous présenter. Merci, merci. Je voudrais juste m'assurer que on voit bien ma présentation. Alors, elle est en diaporama. Est-ce que vous pouvez nous Parfait, confirmer? Voilà, je vais le noter. parfait, J'ai posé la question aussi dans le chat, mais normalement c'est bon. Oui, il y a un pouce levé. Parfait. parfait, super. Et si on changeait d'air? Pas seulement l'air qu'on respire, mais un air nouveau, AIR, avec un accompagnement, une inconditionnalité, une reconnaissance. Un air qui ne demande pas d'aller bien pour exister, qui soutient sans condition, qui accompagne sans exiger la réussite, qui reconnaît la personne avant la performance. Parce que l'air, c'est ce qui nous permet de vivre, de respirer, de nous sentir en vie. Et si on changeait d'air? E accent grave, RE.
Une ère où chacun trouve sa place sans devoir se conformer, se cacher ou se justifier d'être différent. Une ère plus fluide, plus juste, plus humaine. Une ère où chacun peut respirer à son rythme, contribuer sans se conformer, exister pleinement, même avec ses fragilités. Je suis ravie d'animer cette CAFCON aujourd'hui. Je suis Sabine Lucot. Je travaille depuis un certain nombre d'années dans l'insertion professionnelle et aujourd'hui, je vous invite à changer d'air pour investir un nouvel air, celle où le travail devient un espace de rétablissement, de lien et de dignité. C'était très important pour moi de poser des intentions pour cette conférence. Euh, Ma volonté et ma détermination, c'est de changer de regard sur le travail comme levier de rétablissement et non simple insertion. Montrer que ce n'est pas la personne qui doit uniquement s'adapter, mais bien tout l'environnement systémique. Valoriser le rôle des aidants tout en les rassurant et en les aidant à lâcher prise. Donner des clés de pratique et inspirantes sur les dispositifs et l'évolution nécessaire du monde du travail. Avant de poursuivre, avant de commencer à vraiment investir ce sujet, je tiens à préciser que ce que je vais vous partager aujourd'hui s'appuie de mon expérience, mes lectures, mes rencontres et avant tout mes convictions. Je n'ai pas la science infuse et mes réponses ne sont pas universelles, ni figées. C'est un sujet en constante évolution et chaque situation est unique. Et je vous propose ici, c'est une invitation à réfléchir, à débattre et surtout à avancer ensemble. Au sommaire, un état des lieux, emploi et santé mentale aujourd'hui. Grande cause nationale, la santé mentale en 2025. En deuxième point, pourquoi l'emploi est un levier de transformation et non une simple assertion. Créer des environnements capacitants, un impératif pour tous. En quatrième point, on fera un zoom sur le job coaching, plus précisément l'emploi accompagné comme solution d'avenir. Et enfin, nous terminerons sur le rôle des aidants et comment mieux accompagner. Un état des lieux sur la santé mentale, une urgence silencieuse. Je voulais vous partager quelques chiffres clés. 2023-2024, 92% des salariés estiment que la santé mentale est un sujet prioritaire dans le monde du travail. Un salarié sur deux déclare avoir déjà ressenti des troubles psychologiques liés à son travail, burn-out, anxiété, fatigue mentale, stress. Environ 60% des arrêts de travail ont une cause psychique partielle ou principale. 70% des DRH affirment manquer d'outils pour accompagner la santé mentale de leurs collaborateurs. Et pourtant, des leviers existent. 80% des salariés disent que parler de santé mentale dans l'entreprise améliore le climat de travail. Les entreprises ayant mis en place des actions en faveur du bien-être constatent une baisse de l'absentéisme de 25% en moyenne. Autre constat, rapport IGAS qui est tout récent, qui est sorti en début d'année, en ce début d'année, avec un contexte et des enjeux, des défis persistants sur l'emploi des personnes en situation de handicap malgré les avancées. 3,1 millions des personnes en situation de handicap avec un taux d'activité de 45% et un taux de chômage de 12%, qui est presque le double d'une personne, entre guillemets, valide. Des gouvernances et des dispositifs qui existent, mais avec une structuration complexe impliquant l'État, différents financeurs, et puis surtout une récente transformation de l'écosystème, de la réforme de l'OETH, obligation d'embauche des travailleurs handicapés, et puis la transformation, là on parle vraiment de travail, de France Travail, du réseau pour l'emploi. Avancées et points de vigilance, l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des défis persistants, inégalités territoriales,
relations entreprises faibles, on ne discute pas assez avec l'entreprise, des tensions financières pour la GFIP. En termes de recommandations clés, assurer un financement stable pour les dispositifs d'accompagnement, homogénéiser les moyens des teams handicap, c'est vraiment des experts, conseillers experts de France Travail, et créer une commission handicap dans les comités régionaux. Et puis, l'analyse et les perspectives de ce rapport met l'accent sur le besoin urgent de clarification des dispositifs pour améliorer l'efficacité, défi de coordination entre acteurs et de financement durable pour un accompagnement efficace. 60% des personnes souffrant de troubles mentaux sont sans emploi, 40% des arrêts de travail sont liés à des problèmes de santé mentale, 75% des personnes en situation de handicap psychique déclarent avoir déjà été discriminées au travail. Nous sommes donc tous concernés par la santé mentale et en améliorant l'environnement pour tous, nous améliorerons aussi les conditions de ceux qui vivent avec des troubles plus profonds comme la schizophrénie. Car une entreprise bienveillante qui laisse respirer bénéficie à tous, surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Puisque le constat est posé, la vraie question est comment peut-on faire concrètement? Il ne s'agit donc pas seulement d'insérer une personne en milieu professionnel, mais de transformer l'environnement pour qu'il devienne un espace de rétablissement. Le travail, ce n'est pas juste un salaire à la fin du mois, c'est bien plus que cela. Le travail, c'est un moteur de rétablissement. Quand on parle de rétablissement, on ne parle pas seulement de guérison médicale, on parle de retrouver un sens à sa vie, une place dans la société, une estime de soi, et le travail joue un rôle clé dans ce processus. Des chiffres, 70% des personnes en situation de handicap déclarent que le travail a amélioré leur estime de soi. 80% des employeurs reconnaissent que l'inclusion des personnes en situation de handicap ont eu un impact positif sur leur entreprise et sur le collectif de travail. Mais attention, pour que cela fonctionne, il ne suffit pas que la personne s'adapte à l'environnement de travail, mais aussi tout l'environnement systémique qui doit s'adapter. C'est là que réside le vrai changement de paradigme. Le travail doit devenir un espace capacitant, un espace où chacun, quelle que soit sa situation, peut s'épanouir et contribuer. Alors, quand une personne est fragile, reprendre une activité professionnelle, ce n'est pas juste un contrat de travail. C'est un sens qu'elle retrouve pas à pas. Et comme j'adore les moyens mémotechniques, j'ai décousu le mot sens. Le sens, c'est déjà avec une sécurité intérieure et une stabilité. Le travail redonne un cadre, un rythme, des repères temporels, il structure les journées, réduit l'errance psychique et stabilise les émotions en apportant de la routine, un ancrage, une prévisibilité avec une organisation, une cadence qui est bénéfique. Dans le sens aussi, c'est l'estime de soi retrouvée. Travailler permet de se sentir utile, compétent, reconnu. Même quelques heures par semaine peuvent réactiver la valeur personnelle. Gagner en fierté, de la reconnaissance, se sentir utile, se réinvestir son identité. Sens comme créer de nouveaux liens sociaux. Le travail crée du lien, mais discret, même discret, avec des échanges au quotidien avec des collègues, des encadrants, des rituels sociaux. Il permet de sortir de l'isolement souvent très fort pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. On est dans de l'inclusion, on est dans de la communication, de l'interaction et de l'appartenance. Et enfin, du sens plus général à sa vie, le travail devient parfois plus qu'un emploi, un projet, une mission, un cap. Il ouvre la porte à une projection dans l'avenir, même fragile. Ça permet de donner un but, une direction, de décupler une motivation et une reconstruction. Travailler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
Le R de rétablissement ne tient pas sans la partie relation, sans une reconnaissance, sans un réseau. C'est tout l'environnement qui doit porter la personne, pas seulement la mission de travail. Alors, je vous avais dit que j'aimais bien les moyens mémotechniques. Euh, Dans un cadre où on soutient les capacités de chacun, un environnement capacitant, c'est un espace où la personne peut exprimer ses forces, se sentir en sécurité, apprendre, évoluer à son rythme et surtout exister dans toutes ses dimensions, même avec une fragilité psychique. Et pour ça, je vous ai créé ce moyen mémotechnique serein, un environnement serein. D'abord serein comme sécurisant, créer un cadre stable, bienveillant, sans menace implicite, où la personne sait ce qu'on attend d'elle, où l'erreur est considérée comme une étape d'apprentissage. Comme évolutif, offrir la possibilité de progresser, de monter en compétences, de tester de nouvelles choses, même modestement, encourager la dynamique sans mettre la pression. R comme reconnaissance, reconnaître l'effort, les petites victoires, les petits pas, l'engagement de manière générale, pas seulement la performance, mais exprimer de la gratitude et du respect et une véritable écoute. Pardon. Équilibré, proposer un rythme de travail adapté, des pauses, une régulation entre l'exigence et le repos, l'équilibre entre besoins individuels et contraintes collectives est essentiel. I comme inclusive, prendre en considération la diversité des profils, adapter l'environnement si nécessaire, favoriser le lien social, lutter contre la stigmatisation et encourager l'appartenance à un collectif de travail. Et enfin, N comme nourrissant, créer un environnement qui nourrit l'estime de soi, la motivation, le sens au travail, offrir du retour positif, du feedback, du soutien dans les moments les plus difficiles. Alors, créer un cadre qui soutient les capacités de chacun, ben, comment faisons-nous? Un lieu de travail qui s'adapte à toutes les personnes et pas seulement aux personnes en situation de handicap, c'est l'implication et l'engagement de chacun, plutôt que d'exiger que tout le monde soit pareil. Un environnement qui permet d'oser être soi-même, d'oser se tromper, d'oser progresser, de se sentir soutenu. D'abord en respectant les postes de travail, mais aussi d'être dans une démarche de respect. Là, je vous ai encore fait un petit moyen mémotechnique, le respect homme-femme, c'est-à-dire avec un référent dédié, un espace adapté, un soutien psychologique, une pause régulière, des erreurs acceptées, le droit à l'erreur, clarté des tâches, du temps choisi avec des horaires flexibles, des formations de managers. Ce qui est bon pour une personne en fragilité psychique est souvent bon pour tout le collectif de travail. L'axe prioritaire qui me semble important de souligner ici, c'est la formation. Trop souvent, les managers ne savent pas comment accompagner une personne en situation de handicap ou de fragilité psychique. Et il est pour moi urgent de former les managers qui accompagnent les personnes, mais tout le collectif de travail. En favorisant ce dialogue, en favorisant cette formation, c'est ainsi que je pense qu'on peut co-construire le travailler ensemble de demain et de dialoguer avec les institutions et de bâtir un environnement inclusif. Alors, je vous ai décliné cette démarche d'environnement capacitant dans la posture de manager, nous le verrons tout à l'heure, de job coach et de proche aidant. Alors, je vais aller assez vite, mais c'est pour vous donner quelques petites clés de posture et de démarche à avoir en tant que manager quand on intervient auprès d'une personne en situation de handicap pour créer cet environnement et cet air serein. Sécurisant, on l'a vu,
bah, c'est un manager qui va dire, bah, tu peux poser toutes tes questions ici, personne ne te jugera. C'est un manager qui va créer des repères stables avec des horaires et des tâches précises, qui va favoriser un accueil bienveillant. C'est un manager qui valorise l'évolution, qui propose des objectifs progressifs, qui s'adaptent à des missions selon des capacités. Tu veux essayer cette tâche avec moi pour apporter aussi son soutien, être reconnaissant. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Donner des retours positifs, concrets, des feedbacks réguliers. Prendre le temps de souligner les efforts. De l'équilibre. Respecter les pauses, des alertes de surcharge. Tu veux qu'on ajuste ton emploi du temps? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Un manager qui est dans une démarche inclusive. Favoriser les moments collectifs, sensibiliser l'équipe. On peut tous apporter quelque chose de différent. Et un manager qui euh, promouvoit le fait que la personne va s'enrichir et se nourrir en donnant du sens à son travail. Ce que tu fais ici a une vraie utilité. Créer un environnement positif où l'on se sent utile. Mais même dans un environnement bienveillant, certaines personnes ont besoin d'un soutien plus structurant, comme les enjeux de santé, de vie personnelle et de travail s'entrelacent, il devient essentiel d'avoir un tiers de confiance, un fil rouge capable de faire le lien et de sécuriser les parcours. Et dans les démarches assez récentes en France et les solutions novatrices, il existe le job coaching, plus précisément déployé sous le nom de emploi accompagné au niveau de l'État, qui est rentré dans la loi de travail de 2016, la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est une démarche nouvelle. On place le principe du job coaching et de l'emploi accompagné, c'est qu'on place la personne directement en emploi et on va l'observer dans son activité et on va intervenir et venir la former et la soutenir dans l'opérationnel. On va partir d'une démarche où on ne va pas présager de ce que la personne est capable de faire, mais plutôt on va partir de ce qu'on voit concrètement, de ce qu'elle est capable de faire et sur toutes ses capacités qu'on va pouvoir développer. On arrête d'attendre que la personne soit prête pour commencer. L'emploi accompagné est donc un modèle de job coaching où un job coach est complètement dédié et qui va vraiment créer un lien à la fois avec la personne accompagnée, mais également avec l'entreprise. Il va créer une alliance de travail, une relation de confiance qui va permettre d'établir et de co-construire une relation de travail collaborative. Le job coach va permettre aussi de coordonner un suivi souvent médico-social préexistant. Et puis surtout, il va avoir une démarche complètement personnalisée, individualisée, qui respecte le rythme de la personne et son projet. On respecte l'envie de la personne. En chiffres, près de 10 000 personnes environ à accompagner à fin 2024 en France. Ça représente 53,9 millions financés par l'Agence régionale de la santé, l'AGEFIP et le FIP. Alors, à qui s'adresse l'emploi accompagné ou le job coaching? L'emploi accompagné, je fais juste une petite aparté, l'emploi accompagné, c'est du job coaching financé par l'État. Après, il existe des dispositifs, des accompagnements de job coaching qui ne portent pas le nom d'emploi accompagné, pardon, parce qu'ils ne sont pas financés et labellisés, on va dire, par l'État, mais c'est la même démarche, mais par contre, c'est payant. À qui s'adresse ce nouvel accompagnement? À des personnes, bien sûr, détentrices d'une RQTH dès 16 ans, qui souhaitent travailler en milieu ordinaire quand le droit commun n'a pas suffi, soit un échec ou un besoin, on va dire, beaucoup plus important de la personne. Pourquoi?
pour trouver un emploi durable, adapté aux besoins et, j'aurais pu rajouter, aux envies de la personne. Être accompagné aussi dans un maintien en emploi, ça peut s'adresser à un salarié en difficulté dans son poste. Soutenir le rétablissement par le travail, agir sur tous les domaines de vie, santé, logement, motivation, organisation. Ce n'est pas le rôle du job coach, mais quand on s'inscrit dans un principe de rétablissement par le travail, forcément, il va y avoir une incidence sur la santé, le logement, la motivation et l'organisation. Et là, le rôle du job coach va être de faciliter le lien entre les différents acteurs qui gravitent autour de la personne, mais pas d'intervenir, bien évidemment, sur les sujets de santé, logement, motivation et organisation. Comment bénéficier de ce dispositif? Il faut être inscrit à France Travail. Vous savez que depuis la réforme, depuis janvier 2025, l'inscription à France Travail pour chaque demandeur d'emploi est obligatoire. Ensuite, c'est le conseiller France Travail, Cap Emploi ou Mission Locale qui peut demander une orientation. Et ça peut aussi être par le biais d'une sollicitation de la MDPH ou une préconisation de la MDPH directement ou de la médecine du travail lorsque la personne est en emploi. Ensuite, la demande de la personne est évaluée en réunion pluridisciplinaire et étudiée pour apporter vraiment une réponse sur mesure. Par qui? Donc par un job coach dédié, formé à l'accompagnement. Le job coach accompagne la recherche d'emploi. Il soutient également après, quand la personne est en emploi, et il va coordonner avec les soins, enfin, famille sociale, c'est pas, il ne va pas prendre en charge, bien sûr, encore une fois, je me répète sur ces aspects-là, il va simplement faciliter le dialogue entre tous ces acteurs, le médecin qui suit la personne, le SAVS, par exemple, service d'aide à la vie sociale qui intervient autour de la personne pour coordonner toutes les actions et être en harmonie dans la démarche. Et le point d'ancrage est bien sûr le parcours de la personne et surtout son envie. Je vais passer assez rapidement. Ce modèle de job coaching vient des pays anglo-saxons. Il repose alors toutes les plateformes emploi accompagné ou les structures qui proposent du job coaching ne reposent pas sur ce modèle IPS, Individual Placement and Support, mais pour ma part, il est important d'être dans cette dynamique d'autodétermination, d'empowerment qui repose sur 9 principes: l'intégration, on place en emploi directement, l'individualisation, on fait de l'accompagnement un peu cousu main, du zéro exclusion, on ne part pas sur des présuppositions, on essaye, on voit ce que ça donne. Sur de l'empowerment, la prise de décision, la coordination, je viens de l'évoquer. L'information, c'est vraiment expliquer, voilà, co-construire avec l'entreprise et informer des besoins de la personne. Une efficacité, on est sur de la recherche d'emploi directe, rapide. De la disponibilité du job coach, c'est un accompagnement sans limite de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, un job coach accompagne en moyenne 20 personnes, donc ça permet d'avoir une grande disponibilité et réactivité. Et puis, c'est des principes de réseau où on va vraiment s'appuyer sur un réseau d'entreprises, sur un réseau de partenaires. Alors c'est plus très innovant, mais autre démarche dans ce principe de rétablissement par le travail que j'ai appelé job coaching augmenté, c'est l'addition d'un accompagnement job coaching avec d'autres approches comme les thérapies cognitivo-comportementales. Je crois que vous aviez déjà eu un webinaire sur le sujet. Donc, c'est
en parallèle de l'accompagnement de job coaching, de participer à des ateliers inspirés des thérapies comportementales et cognitives, avec des ateliers spécifiques qui ont été créés pour le travail par Marc Corbière et Tania Lecomte, qui sont des chercheurs qui sont au Canada, et donc qui proposent un programme sur 8 ateliers qui permettent aux personnes demandeurs d'emploi ou salariés en difficulté d'aborder des situations qui génèrent des comportements ou des stress ou des difficultés à gérer les émotions, d'approcher la situation avec un prisme différent, de déconstruire des schémas de pensée négative pour avoir vraiment une approche du travail avec une autre vision. Et puis, vous avez la remédiation cognitive qui vise à améliorer les fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire, la planification, qui permettent vraiment d'être en complémentarité avec le job coaching, parce que la remédiation cognitive, ça va permettre, dans un projet d'accompagnement, vraiment en même temps mettre en application ce qui est préconisé par le job coach. Donc pour ça, vous avez plein de centres aussi. J'aurais pu parler aussi des centres de réhabilitation psychosociale. Il y en a de plus en plus sur les territoires, et puis ils sont constitués en mode plateforme. Donc ces approches-là sont tout à fait préconisées en complémentarité du job coaching pour s'inscrire vraiment dans un principe de rétablissement qui soit pertinent. Alors, pour reprendre mon petit moyen, mes mots techniques de comment être dans une démarche d'environnement capacitant et d'être un acteur capacitant, serein, et bien, pour les job coachs, c'est avoir une posture, encore une fois, sécurisante, instaurer une relation de confiance stable, sans pression, clarifier les cadres, les étapes, les attentes, accueillir sans jugement. Et je vous ai même mis des phrases clés. Je vais peut-être pas tout dérouler, je sais que vous aurez le support. C'est aussi d'être dans une démarche évolutive, penser en étapes, soutenir la montée en compétences. Ça, c'est extrêmement important de mesurer la progression de la personne, parce que pour eux, souvent, ils le perçoivent pas, et ils ont tellement de chemin à faire, ils estiment qu'ils ont tellement de chemin à faire que même des petites progressions, ils ne les voient pas, et il y a un gros travail sur la valorisation à effectuer et sur justement cette progression. Être reconnaissant, voir et nommer les efforts, même minimes, travailler sur la fierté, la revalorisation, la mémoire des réussites, poste équilibré, aider à ajuster les charges, rythme et attendre, être vigilant sur les signaux de fatigue mentale ou de suradaptation, soutenir un juste effort. Être bien sûr dans une démarche inclusive, aider à trouver sa place, créer du lien avec les autres, préparer l'environnement, et puis nourrissant, donner du sens, soutenir la motivation intrinsèque, partager des perspectives positives et faire émerger les envies et les rêves et projets. Si le job coach accompagne sur le terrain professionnel, les aidants, eux, jouent souvent un rôle discret mais essentiel en coulisses. Et quand ces deux soutiens avancent dans la même direction, le parcours devient plus fluide et plus stable et plus humain. Mais parfois, être aidant, c'est pas tout à fait faire à place de l'autre. C'est être là sans s'effacer, soutenir sans envahir, accompagner sans diriger. C'est aussi accepter que l'autre a son propre rythme, ses peurs, ses limites, et que parfois, le plus beau soutien, c'est le regard confiant qu'on pose sur lui, même à distance. Alors, en même temps, c'est la liberté, laisser la liberté de grandir et de choisir, et même de se tromper,
Et pour ça, il faut apprendre donc à lâcher la main sans lâcher le cœur. Pourquoi le lâcher-prise est important aussi pour les aidants? Ben, pour préserver sa santé mentale et physique, pour reconnaître l'autonomie de la personne, même fragile, pour ne pas devenir un obstacle involontaire à l'évolution de la personne, pour réduire les tensions dans la relation et retrouver un lien plus apaisé. Comment peut-on lâcher prise en tant qu'aidant concrètement? Voici quelques leviers que vous pouvez intégrer. Faire confiance à l'accompagnement professionnel. Je ne suis pas seule, d'autres peuvent aussi accompagner, s'appuyer sur les job coachs, on vient d'en parler, les éducateurs, les conseillers, les CMP. Accepter que la personne puisse évoluer en dehors du regard familial, participer au lien avec les professionnels, mais ne pas se substituer à eux. Accepter l'incertitude. Il y a ses hauts et ses bas, mais il avance. La trajectoire n'est pas linéaire. Le retour à l'emploi peut prendre du temps, passer par des détours. Chaque pas compte, même les pauses. Distinguer le rôle de soutien du rôle de décision. Ce n'est pas à moi de choisir à sa place. Aider à formuler un projet, mais pas à l'imposer. Encourager l'expérimentation, même s'il y a des erreurs. Cultiver le respect de son propre espace. Je prends soin de moi aussi. Ne pas tout sacrifier pour l'autre. Accepter de poser des limites. Avoir un espace à soi, un soutien extérieur comme les GEM, c'est les groupes d'entraide mutuelle, les psychologues. On dit souvent, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Alors pareil, pour créer cet environnement serein, le proche aidant a besoin d'apporter un environnement sécurisant. Euh, on me dit que... Ah, on m'entend pas, c'est ça? Et on entend, mais la voix fluctue un peu. Ah, Par moments, c'est plus fort, par moments, c'est moins fort. ah, je suis désolée. Alors, attendez. Je suis au maximum. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est bien, Oui, oui. oui, c'est très bien là. D'accord. Alors, le proche aidant sécurisant, c'est je suis là si tu veux en parler, je te fais confiance, ne pas dramatiser les difficultés, encourager une routine rassurante, évolutive. Tu progresses à ton rythme et c'est déjà beaucoup. Proposer des petits défis accessibles, valoriser chaque pas. R comme reconnaissant. Excusez-moi, 2 petites secondes, j'ai un problème technique. R comme reconnaissante, tu peux être fier de toi, marquer des réussites, même discrètes, partager les réussites avec d'autres pour renforcer l'image de soi. Équilibré, tu as le droit de dire non, aider à poser des limites, encourager l'écoute de ses besoins, à la fois physiques et psychiques, inclusif, tu as toute ta place, encourager les activités de groupe, valoriser l'unicité et les talents, et puis nourrissant, ce que tu fais compte, même si ça te paraît petit, stimuler l'expression de soi, les projets et l'autonomie. En tant qu'aidant, on peut soutenir, encourager, mais on ne peut pas tout faire seul. Heureusement, il existe aujourd'hui une diversité de parcours et de structures pensées pour s'adapter aux besoins, au rythme et aux aspirations de chacun. Pas une seule bonne réponse. Choisir son parcours, c'est pas, il n'y a pas un seul parcours, mais il y a un parcours qui est construit. Le bon choix, c'est celui qui correspond à la personne et à son moment de vie et à ses besoins. Alors la question, est-ce que c'est milieu protégé, milieu ordinaire de travail, ESAT, entreprise adaptée, emploi accompagné? Alors je vous ai fait un schéma extrêmement synthétique pour comprendre qu'il y a déjà deux euh, paradigmes, deux approches différentes du travail. Il y a celle qu'on appelle milieu protégé. C'est un environnement adapté pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Et on y trouve, par exemple, les ESAT
établissement de service d'aide par le travail où les personnes travaillent tout en bénéficiant d'un soutien médico-social. Donc la différence vraiment avec en parallèle le milieu ordinaire qui est représenté par l'entreprise privée, les administrations et l'entreprise adaptée et les SIAE, c'est vraiment là, le milieu protégé, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner plus globalement la personne. Dans les ESAD, vous avez des psychologues, vous avez des éducateurs. Donc, alors que en entreprise privée, tout va dépendre de l'autonomie de la personne, de ses capacités cognitives. On va le voir. Alors, je suis désolée du coup sur le document, on ne lit pas bien. Après, vous avez plusieurs types d'ESAT. Vous avez les ESAT classiques où la personne travaille toute la journée, elle se rend dans un établissement où elle a un atelier euh, où elle effectue des missions de travail. Et puis, vous avez des ESAT hors les murs. Ce qu'on appelle hors les murs, c'est que les personnes sont en quelque mots détachés, ils vont être mis à disposition, ils vont travailler hors les murs de l'établissement ESAT. C'est-à-dire qu'ils vont aller travailler dans une entreprise extérieure. Et puis, on a l'ESAT de transition qui est plus un dispositif qu'un établissement. Un ESAT de transition permet justement de travailler avec la personne pour construire sa transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail. Pour aller plus loin, je vous ai réalisé des petites fiches assez synthétiques que je vous laisserai regarder. Je vais juste aller sur un tableau synthèse qui sera plus parlant. Donc, dans les choix de parcours, vous avez, comme je viens de l'évoquer, les AT, c'est pour qui? C'est pour des personnes qui ont un tiers de leur capacité. Alors moi, je déteste donner comment dire, des évaluations parce que de par mon expérience, voilà, souvent on présuppose des capacités et on se rend compte qu'en situation de travail, la personne a plus des capacités dont on n'avait pas soupçonné ou alors des difficultés qu'on n'avait pas soupçonnées. Donc, c'est plutôt une personne, en tout cas, qui a besoin d'un encadrement plus complet, plus renforcé, avec un encadrement d'une équipe pluridisciplinaire. Les démarches, il faut effectuer une demande auprès de la MDPH via le dossier avec une demande d'orientation ESAT. Les structures concernées, c'est des ESAT d'associations publiques. Type de contrat, c'est un contrat de soutien. Quand on travaille en ESAT, on n'est pas salarié du droit commun, on est agent ou travailleur d'ESAT, mais c'est rémunéré. Ensuite, vous avez l'entreprise adaptée, c'est pour une personne qui est détentrice d'une RQTH, qui est apte au travail avec des besoins d'adaptation. Là, la démarche, c'est qu'il faut la RQTH. On peut soit candidater directement auprès d'une entreprise adaptée ou avoir une orientation par le réseau pour l'emploi, c'est-à-dire France Travail, Mission Locale, Cap Emploi. Et les structures concernées, ce sont des entreprises adaptées. Et là, par contre, c'est un contrat de travail classique. L'emploi accompagné, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir une RQTH, avoir un projet là en milieu ordinaire de travail, un besoin d'accompagnement durable. Pour cela, il faut avoir une RQTH, avoir une orientation soit de la NDPH, soit du réseau pour l'emploi, soit de la médecine du travail. CMP, ce n'est pas dans toutes les régions, je le précise. Structures concernées, les services d'emploi accompagnés agréés ou non, parce que comme je vous ai dit, emploi accompagné, ça c'est le terme pour du job coaching qui est financé par l'État. Quand ce n'est pas financé par l'État, ça ne porte pas le nom
d'emploi accompagné. Ça n'a pas la labellisation d'emploi accompagné. Du coup, on a un contrat d'accompagnement, mais ça peut être adossé à un contrat de travail puisque l'emploi accompagné, je le rappelle, c'est aussi à destination de salariés en difficulté. Ensuite, on n'en parle pas souvent, mais il y a le bénévolat, c'est de l'activité. C'est à destination de personnes là qui vont être beaucoup plus fragiles, souhaitant reprendre une activité sans pression. La démarche à suivre, c'est des inscriptions directes à une association qui pourrait proposer du bénévolat ou à un GEM, un groupement d'entraide mutuelle, où vous avez France Bénévolat, par exemple, les structures concernées, donc associations, collectivités locales. C'est bien évidemment non salarié, c'est volontaire et c'est non rémunéré. Après, alors j'ai fait une erreur, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Ensuite, vous avez les SIAE. C'est l'activité par c'est l'insertion par l'activité économique. Ce sont ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. Ce sont pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, avec ou sans RQTH, souhaitant reprendre une activité avec un encadrement socio-professionnel. L'orientation se fait par le réseau pour l'emploi, le conseil départemental ou des structures sociales. Elle est pas enfin, la RQTH n'est pas obligatoire et c'est un contrat d'insertion spécifique, CDDI, un contrat à durée déterminée, encadré par un accompagnement donc social et professionnel qui est renforcé. Il existe plusieurs formes de structures, ce sont les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires. Euh, voilà, il y a plusieurs formes. Après, il y a aussi la formation. Dans la formation, il y a aussi la formation dans le milieu protégé et puis il y a la formation dans le milieu ordinaire. Dans le milieu protégé, donc je rappelle, le milieu protégé, c'est quand il y a un accompagnement médico-social, vous avez les ESRP, les ex-CRP. C'est à destination des personnes donc, soit en besoin de formation ou en reconversion avec un besoin d'un cadre médico-social dans la formation. Il faut une RQTH et l'orientation passe obligatoirement par la MDPH. Et il faut demander donc une orientation ESRP. Les structures qui portent les ESRP, ce sont des associations du médico-social. La personne a un statut de stagiaire et il y a un internat possible. Et parallèlement, il y a donc un accompagnement pour travailler aussi après le projet. Pour de la formation, mais versant milieu ordinaire, c'est-à-dire sans accompagnement médico-social, il y a ce qu'on appelle la formation adaptée. Et ça, c'est pour les personnes qui ont une RQTH, souhaitant se qualifier avec un accompagnement. Donc, il faut avoir une RQTH, une orientation via les réseaux publics pour l'emploi ou un organisme de formation. Ça peut être, je ne l'ai pas précisé là, mais vous l'avez dans l'autre détail, ça peut être pris en charge par l'AGFIP, ça peut être pris en charge par un OPCO, ça peut être pris en charge par la région. Il y a diverses sources de financement, le CPF aussi, qui, je rappelle, est abondé pour une personne en situation de handicap. Le CPF, vous savez, c'est le compte personnel de formation. Dès qu'on a un peu travaillé, on épargne un montant sur ce compte de formation. Et pour les personnes en situation de handicap, il est abondé puisque normalement c'est 500 € par an. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est 800 € par an avec un plafond à 8 000 €. Et donc, la formation adaptée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement, un tutorat qui peut être voilà, pris en charge par la GFIP ou par différentes
structure. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle la formation accompagnée, qui est un peu à l'instar de l'emploi accompagné, où il y a une personne dédiée qui va, comme un job coach, va accompagner toute la durée, la personne pendant toute la durée de la formation. Des parcours, il en existe, des structures aussi, mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas la somme des dispositifs, c'est la qualité du lien entre eux. La clé, c'est la coordination autour de la personne. Pourquoi la coordination est-elle essentielle? Parce qu'une personne en situation de handicap psychique n'a pas à faire le lien toute seule entre le soin, l'emploi, la vie sociale, les démarches administratives. Parce que l'éparpillement des acteurs, même bienveillants, peuvent générer plus de confusion que d'aide. Parce que le rétablissement est fragile, fluctuant et une demande d'une vigilance partagée et bienveillante. La coordination, c'est quoi concrètement? C'est un fil rouge autour de la personne. On ne travaille pas sur elle, on travaille avec elle. Une circulation fluide d'informations avec son accord entre les professionnels du soin, de l'insertion, les aidants et les employeurs. Un référent identifié. Ça peut être le travail d'un job coach, d'un éducateur qui permet de faire le lien entre ces différents acteurs pour avoir une harmonie et une vision euh, à- globale pour la personne et que la personne ne se perde pas, je dirais, dans des objectifs disparates et des actions divergentes. Quand chaque acteur joue sa note en harmonie, cela crée sans harmonie, pardon, cela crée du bruit. Mais quand on accorde les intentions, les rythmes et les rôles autour de la personne, alors le parcours devient une mélodie et c'est là que tout devient possible. Et si l'entreprise devenait un espace de soins, et si l'emploi redevenait un chemin et non un mur, et si on acceptait enfin qu'il n'y a pas une seule bonne façon de travailler, mais des milliers de façons de contribuer. Pour les familles, ne portez pas tout, mais soyez là. Pour les professionnels, osez inventer, même petit. Pour les institutions, financez l'humain, pas la norme. Pour chacun, osez croire que c'est possible, même autrement. Sabine, un grand merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Nous allons, est-ce que tu peux retirer, vous pouvez retirer Oui, oui, le bien sûr. partage, s'il vous plaît, et puis on va donner la parole aux participants s'ils le souhaitent. N'hésitez pas à lever la main et nous vous donnerons donc la parole pour que vous puissiez donc échanger avec Sabine. Je ne vois pas de questions. Pas de questions? Il faut aller en bas cliquer sur le petit onglet Réagir pour lever la main. Non. Nous avons reçu beaucoup de questions préalablement à ce CAFConf. Donc, nous souhaitons vous poser certaines d'entre elles. Sabine, vous aviez relevé sur le nombre de questions que nous avions reçues 7 thèmes précisément. Le premier thème était, puisque vous les avez regroupés par thème, le premier thème était le dévoilement du handicap en milieu professionnel, divulguer ma RQTH. Alors, la première question qui a été posée était le dévoilement au travail, faire face aux appréhensions. Oui. Alors, juste, excusez-moi, parce que en départageant, j'ai un petit souci technique, mais je réponds de suite. J'ai bien entendu la question. Et la deuxième question qui portait sur ce même thème était quelles sont les obligations d'une entreprise
par rapport à un handicap mental? Quelle différence avec un handicap physique? Le- sur la divulgation de manière générale sur de la RQTH, c'est une démarche, je dirais, avant tout personnelle. On ne peut pas déjà forcer la personne à divulguer sa RQTH. Par contre, il est vrai que euh, elle est pertinente lorsque les besoins de la personne sont importants et qu'il vaut mieux en discuter dès le démarrage pour poser et construire ce que j'expliquais tout à l'heure, la collaboration et de faire en sorte, bah, dès le démarrage, de créer justement cet environnement de capacitant. Euh, alors, je veux bien, par contre, que vous me reposiez la deuxième Bien question sûr. parce que je l'ai pas, ça a été coupé, excusez-moi. Quelles sont les obligations d'une entreprise par rapport à un handicap mental? Quelle différence avec un handicap physique? Alors, les obligations sont les mêmes. Adapter le poste ou l'environnement de travail pour compenser les effets du handicap. Le handicap psychique est souvent invisible et fluctuant et nécessite avant tout un dialogue. C'est vrai que contrairement à un handicap physique, les besoins sont beaucoup plus évidents. Une chaise ergonomique, un clavier braille, etc. Alors que les troubles psychiques sont invisibles et de fait, bah, l'important, c'est que la personne exprime ses besoins. Alors, sans forcément divulguer sa pathologie, ses troubles, mais simplement le besoin qui en découle. Je ne sais pas, je souffre de déconcentration, par exemple. J'ai des troubles de la concentration. Je demande des pauses moins longues, mais peut-être plus régulières. Donc, là, par rapport à l'entreprise, c'est exactement les mêmes obligations. À partir du moment où on a une RQTH, on est en droit de faire valoir ses besoins. Alors, il y a une question dans le chat qui est, mon fils est actuellement en EA. Quel serait Mhm. l'intérêt pour lui d'aller vers une entreprise tout à fait ordinaire et selon quelle modalité d'après vous? Alors, EA, donc entreprise adaptée, j'ai envie de dire, ça dépend de lui, en fait. Si lui, il a un intérêt à sortir de l'entreprise adaptée, euh, alors là, c'est possible. Si lui n'y voit pas de bénéfice ou d'intérêt, on aura beau peut-être lui, enfin voilà, lui suggérer, il faut avant tout que ça soit sa motivation. Après, l'intérêt, bien évidemment, c'est de pouvoir progresser aussi, parce qu'à un moment donné, dans l'entreprise adaptée, euh, les missions de travail, la diversité des postes va être très, très limitée. Donc, là, l'intérêt, c'est de continuer une progression et de poursuivre un apprentissage. On peut aussi peut-être parler de l'aspect financier et encore. Et puis, c'est avant tout le bénéfice, c'est de se dire, je travaille dans une entreprise privée comme tout le monde. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend, nous, dans les accompagnements, c'est je veux travailler pour être comme tout le monde. Donc, le fait de dire, je travaille dans une entreprise privée et non une entreprise adaptée, voilà le véritable bénéfice. Mais avant tout, ça doit être le souhait de la personne et que la personne peut-être identifier quels seraient les bénéfices pour elle. Après, la démarche à suivre, euh, je dirais que, bien sûr, en première intention, comme je l'ai dit tout à l'heure et maintenant c'est obligatoire, c'est de s'enregistrer, s'inscrire chez France Travail. Chaque demandeur d'emploi doit être inscrit. Et ensuite, l'emploi accompagné, en l'occurrence, ou du job coaching, est tout à fait préconisé dans cette transition en entreprise adaptée et entreprise
privé ou administration. Une dernière question sur ce thème. Que dire à un futur employeur et quand le dire? Alors, on peut attendre d'avoir obtenu un poste ou d'être en confiance pour parler de son handicap si on le souhaite. Si des aménagements sont nécessaires dès l'entretien, on peut évoquer des besoins, comme je disais, spécifiques d'adaptation, en restant factuel et sans entrer dans le détail médical. J'aurais tendance à dire, et ça c'est ma conviction, hein, de le dire de suite. Comme ça, il n'y a pas de, voilà, d'interférence, il n'y a pas de mauvaise surprise, j'allais dire, ou de gêne même pour la personne de dire, mince, j'ai pas dit ça, maintenant il va falloir que j'aborde ça et que je demande ça. Ça va être compliqué, ça va mettre une sorte de malaise et dans la relation de confiance, bah, de tout se dire dès le départ, enfin en tout cas de poser déjà les besoins dès le départ, on- je trouve ça beaucoup plus pertinent. Maintenant, encore une fois, on respecte le souhait de la personne. On a des personnes qui ne veulent pas le dire, ou en tout cas pas au départ, et on le respecte pleinement. Et souvent, en fait, c'est par l'expérience que les personnes reviennent vers nous en nous disant, bon, ça fait 2 fois que j'obtiens un emploi et je ne dis pas que j'ai une RQTH, je ne dis pas que j'ai des besoins spécifiques, mais maintenant j'ai compris, la prochaine fois, je vais le dire. Parce que souvent, bah, ils font l'écueil de difficultés en entreprise et ils s'embourbent, je dirais, dans une posture ou oui, dans une posture, un comportement qui n'est pas adapté et parce qu'ils sont mal à l'aise de devoir demander après coup à l'employeur et l'employeur, lui, le vit mal. Donc, souvent, les personnes, parce qu'elles sont confrontées aux difficultés de ne pas le dire, qu'elles finissent par accepter de le dire à l'employeur, mais tout le travail justement d'un job coach, c'est d'accompagner la personne à comment je vais divulguer ma RQTH. Il y a un outil qui s'appelle le plan de divulgation, qui vient de la méthode IPS, qui est vraiment, voilà, on va poser les choses avec la personne et voir bah, comment on peut divulguer, déjà savoir si la personne elle est d'accord ou pas, à quel moment elle souhaite le dire et qu'est-ce qu'elle va dire pour que bah, dès qu'il y a une opportunité d'embauche, on soit très clair, la personne soit très à l'aise avec ça et puisse bah, échanger avec l'employeur de manière sereine. Alors, je termine juste, après je laisse la parole à Christine. Mon fils je lis hein, ce qui est écrit dans le chat. Mon fils l'a dit lors de l'entretien d'embauche. Au-delà, la question qui reste est comment demander des aménagements, comment se faire entendre sans effrayer. Oui. Euh, alors, là encore, comment demander les aménagements, c'est l'exemple un peu que je donnais tout à l'heure. C'est vraiment, euh, voilà, je suis quelqu'un de très rigoureux. C'est toujours d'apporter l'aspect, la qualité, la compétence, parce que je suis très rigoureux dans mon travail. J'ai besoin d'avoir une relecture précise de mon travail. Pour cela, j'ai besoin de pauses régulières puisque ça me demande une vigilance accrue. Et là, quand c'est apporté dans un souci que la collaboration se passe bien et que la personne soit efficiente dans ses missions de travail, euh, un employeur l'acceptera et comment dire, et le validera sans problème. Après, si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas la bonne entreprise et que c'est pas plus mal que ça n'aboutisse pas sur une embauche. Mais c'est vraiment d'apporter comment dire, les besoins dans un souci bah voilà, de bien co-construire la collaboration et d'être euh, efficient sur ses missions de travail. Oui. Alors, on va passer à un deuxième volet, c'est l'emploi et l'environnement de travail adapté, justement.
Alors, il y a d'abord une question d'une personne. Est-il vraiment possible de travailler quand on souffre de schizophrénie? Oui, oui, et encore oui. Euh, c'est pas, euh, euh, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Beaucoup de personnes vivant avec une schizophrénie, toutefois, occupent un emploi avec très souvent des aménagements. Mais le travail peut contribuer au rétablissement s'il est adapté aux capacités, au rythme, aux aspirations de la personne. Euh, Vraiment, c'est de réussir à créer un environnement, comme je disais, capacitant, bienveillant, serein, avec du sens. Mais c'est possible, oui. Mhm. Alors, le travail est souvent source de stress. Est-ce vraiment adapté pour une personne qui est malade? Le stress, de manière générale, n'est pas lié au travail en lui-même. C'est souvent l'environnement et les conditions. Un travail adapté, valorisant, avec un cadre sécurisant, au contraire, va réduire le stress parce qu'il va être structurant, il va être valorisant et il est important, surtout, hein, il me semble, de bien préparer l'insertion et de prévoir l'accompagnement pour vraiment ajuster ces aménagements nécessaires. On est tous confrontés au stress, mais c'est parce que, euh, voilà, encore une fois, l'environnement, et quand je dis l'environnement, c'est pas que l'environnement de travail, c'est tout tout l'environnement systémique de la personne. Euh, je prends juste un exemple qui me vient à l'esprit. Une personne que j'ai accompagnée, dont le médecin psychiatre ne voulait pas qu'il travaille. Or, la personne, c'est un individu à part entière, pas sous tutelle ni curatelle, et qui a le droit, en tant qu'individu, c'est du droit commun de travailler. Donc, on ne va pas l'empêcher de travailler. Et au contraire, on a accompagné cette envie. Donc déjà, et elle a travaillé, donc c'est possible. Et la source de stress venait plutôt de l'équipe médicale, le médecin psychiatre qui disait, mais non, mais ça va être compliqué et vous êtes fatigable, etc., etc. Mais l'énergie qu'elle pouvait recevoir parce que elle avait une rémunération, un salaire à la fin du mois, elle avait construit des relations de travail, pouvoir rentrer le soir et pouvoir partager des anecdotes, euh, des, des sujets avec son entourage, sa famille, des discussions qu'elle avait pu avoir avec ses collègues de travail, en étant fière de pouvoir dire, bah, aujourd'hui, j'avais un défi, j'avais une tâche difficile que j'ai jamais effectuée et j'y suis arrivée et c'est grâce au soutien de mes collègues. euh, Là, c'est source d'énergie pour une personne et donc du coup, ça diminue le stress. Alors, quelles sont justement les dispositions à prévoir en entreprise pour le handicap psychique? Elle- Vous m'entendez toujours? Oui, oui, Quelles dispositions sont à prévoir? C'est ça en entreprise oui. pour le handicap psychique. Les dispositions, c'est vraiment souvent, on cherche des solutions compliquées alors qu'il y a des choses assez simples à mettre en place, des horaires plus souples euh, par rapport à la fatigabilité, des pauses régulières, une personne, j'allais dire, ressources dédiées. Il y a aujourd'hui des salariés qui ont plus d'appétence à, à échanger, à être pédagogue pour former la personne, à- à- donc nommer j'allais dire, un référent de confiance. Ça peut être un tuteur en entreprise, le manager, poser des tâches claires, faire,
échanger régulièrement avec la personne pour la rassurer, pour lui donner le droit à l'erreur. C'est vraiment, j'allais dire, ces bonnes pratiques-là, pour moi, ça serait valable pour l'ensemble du collectif de travail, hein. Et je le disais dans ma présentation tout à l'heure, des aménagements qui sont posés pour l'embauche d'une personne en situation de handicap, souvent sont reprises par les managers ou le collectif de travail au bénéfice de tout le monde. En fait, vraiment d'avoir une culture du management bienveillant et formé à la santé mentale, c'est un levier essentiel euh, pour encore une fois, co-construire le travailler ensemble ou serein. Alors justement, il y a une question, c'est comment convaincre les entreprises d'embaucher une personne en situation de handicap psychique? Oui. Il faut valoriser les compétences et les réussites, l'accompagnement possible, mettre l'accent sur ce que je viens de dire, les bénéfices pour l'équipe, la diversité, l'engagement, la créativité. Je sais que j'ai beaucoup de salariés en entreprise qui m'ont dit, mais cet aménagement-là, par exemple, de créer des cartes mentales pour la personne, pour qu'elle se visualise les étapes de ses tâches de travail, on a repris cette carte mentale parce que c'est visuel, c'est précis, simple, clair. Donc, on l'a reprise pour nos nouvelles recrues. Donc, c'est vraiment de valoriser les bénéfices, les gains pour le collectif de travail. Et puis, quel bonheur pour un salarié d'être responsabilisé, de dire, bah voilà, tu auras la mission d'intégrer cette personne. Donc, ça va obliger le salarié à, à développer des compétences en pédagogie et puis il va être valorisé de se dire, bah, j'ai réussi à mettre des nouveaux outils en place, à la fois favorables pour la personne, mais aussi pour le collectif. Donc, j'ai vraiment contribué à faire en sorte que le travail et l'environnement de travail soient bienveillants et avec une culture du bien-être. Donc, c'est vraiment euh, aussi en s'appuyant peut-être aussi sur des témoignages réussis. Ça, c'est très pertinent parce que bah, là, c'est pas nous qui prêchons pour l'inclusion, mais c'est les personnes elles-mêmes qui expriment avec leurs propres mots. Et souvent, les témoignages, c'est vrai que les témoignages de parcours réussis et de tout ce qu'on peut mettre de ce qui est possible de mettre en place, souvent, on arrive à convaincre les entreprises. Oui. Un autre thème hein, avait regroupé un certain nombre de questions le thème porte sur la motivation et les réticences et la réticence des proches. Comment accompagner sans forcer? L'une des questions posées était comment motiver un proche malade à travailler. Alors, je ne vais pas faire moi-même de la stigmatisation. Je sais juste que quand on souffre de troubles psychiques, il est compliqué de se projeter. La projection est difficile. Donc, la motivation est, euh, est difficile à matérialiser et à projeter surtout. Donc, ma conviction intime, c'est que la motivation, elle va venir dans l'action. Donc, pour faire émerger la motivation, il faut poser des petites actions, mais même minimes. Plutôt que d'insister sur le travail, commencer à valoriser aussi les capacités, à proposer des activités gratifiantes qui reposent sur les aptitudes de la personne, euh, sur aussi des activités qui sont utiles. Je vous assure que les personnes qu'on accompagne, quand elles se sentent utiles, c'est un véritable levier de motivation. Donc pour ça, c'est peut-être faire des missions de bénévolat, c'est de participer, de s'inscrire dans un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, un jardin partagé. Enfin, l'important, c'est vraiment de réveiller le sentiment
de compétences et surtout d'éviter la pression de ouais, mais il faut que tu travailles, oui, mais enfin, si tu travailles pas, voilà ce qui va se passer. Non, on n'est pas dans les conséquences, on est plutôt dans les bénéfices. Écouter les peurs, bien évidemment, reconnaître aussi les petits pas. Ça revient encore une fois à la méthode que j'ex- que j'exposais tout à l'heure, d'être dans une démarche sereine, en encourageant, en soutenant, sans jugement, et surtout favoriser les petites actions. Euh, en règle générale aussi, les personnes aiment bien les petits défis. Et puis surtout, quand ils sentent qu'ils vont pouvoir être et donc valorisés. Et quand on est valorisé, on est beaucoup plus enclin à entreprendre, en fait. Christine, je te laisse la parole. Oui, alors le thème suivant, c'est accompagnement et dispositif. Alors, comment trouver des employeurs qui acceptent des personnes ayant des troubles psychiques? Alors, il existe des employeurs engagés dans l'inclusion, alors souvent en lien avec des dispositifs, des clubs d'entreprise, bien évidemment toutes les structures d'entreprise adaptées, mais aussi surtout le Cap Emploi, hein, qui est le réseau pour l'emploi spécialisé pour les personnes, enfin les demandeurs d'emploi en situation de handicap ou les salariés en situation de handicap. Euh, Vous avez des réseaux et il faut aller sur des forums spécialisés. Vous avez bien évidemment l'AGFIP, hein, il y a un site où il y a toutes les offres d'emploi à destination des personnes RQTH. Donc, sur le site de la GFIP, vous pourrez trouver voilà, des offres d'emploi destinées. Donc, ce sont, ben, en règle générale, voilà, des entreprises engagées et inclusives. Vous avez les clubs d'entreprise, je vous l'ai dit. Parce que vous avez, dans les clubs d'entreprise, vous avez beaucoup de clubs qui sont adhérentes du club. Les entreprises s'engagent. Ça, c'est un dispositif, c'est une initiative de l'État qui a demandé à 10 000 entreprises de France de s'engager sur des thématiques RSE et notamment d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, en allant trouver ces clubs, des entreprises s'engagent, vous pourrez avoir des employeurs particulièrement inclusifs. Et puis, euh, euh, aussi les entreprises qui ont signé des accords handicap. Vous savez que les entreprises ont des obligations donc d'embauche, hein, qui est à 6%. Et donc, soit les entreprises ont la possibilité de construire un accord handicap qui expose à la direction, à la DREETS, à la direction régionale de l'emploi et du travail, de dire, bah voilà, nous, on s'engage en tant qu'entreprise, on ne va pas verser enfin, on va pas verser notre contribution. Vous savez que quand on n'atteint pas l'OETH, quand on n'atteint pas les 6%, on doit reverser une cotisation à la GFIP. Enfin, maintenant, ça passe par l'URSSAF. Et donc, pour certaines entreprises, les grosses entreprises qui ont du coup beaucoup de travail pour atteindre ces 6%, elles peuvent décider de poser on va dire un plan d'action qui est un accord d'entreprise où elle va s'engager à mener plein d'actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, quand une entreprise a, a signé un accord d'entreprise avec l'adresse pour dire, voilà, nous, on n'atteint pas encore nos 6% d'obligation, mais par contre,
on s'engage à atteindre les 6% et voilà les actions qu'on va mener. Donc ça, c'est aussi, voilà, en cherchant les entreprises qui ont des accords. Laurent, je vais te laisser prendre la Oui, suivante. alors il est bientôt -10. C'est Ça pour passe ça. très très vite. On a beaucoup beaucoup de thèmes, hein. On avait vraiment eu beaucoup beaucoup de questions qui ont été regroupées par Sabine par thème. Entre autres, il y avait sur les droits, les aspects financiers, l'accès à la formation, les choix d'orientation, milieu ordinaire, entreprise adaptée. Euh, il y a une question que je vais vous poser. Je pense que ce sera la dernière qui portait sur peut-on percevoir l'AH et travailler? Oui, oui, on peut percevoir la hache et travailler. Elle est juste conditionnée à un plafond, c'est-à-dire que pour faire simple, euh, l'AH est proratisée en fonction du salaire que vous percevez. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'AH à taux plein, il faut, en règle générale, je vous donne un calcul comme ça un petit peu à la louche, il ne faut pas dépasser 18 heures de travail. Donc, si la personne travaille jusqu'à 18 heures, pas plus, elle peut percevoir et cumuler l'AH à taux plein. Le plafond, c'est de ne pas dépasser un SMIC à taux plein. Voilà. Si la personne dépasse ces 18 heures, ça va être calculé au prorata. Ça veut dire que la personne, elle va toucher un complément d'âge, pas l'entièreté, mais un complément d'âge qui va l'amener à un SMIC à temps plein. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question sur l'apprentissage, donc il était demandé si comment voilà une personne peut-elle accéder à l'apprentissage en ayant un trouble de la schizophrénie? Oui, 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 une personne peut parfaitement accéder à l'apprentissage, je dirais à la condition que le cadre soit suffisamment soutenant et adapté. Je l'ai évoqué très très rapidement, il existe des tuteurs, même des job coachs qui peuvent accompagner dans la formation, dans l'apprentissage. Il y a aussi des possibilités d'aménager l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut, bah, encore une fois, aménager les horaires, même l'examen final peut être aménagé en accordant plus de temps. Donc ça, des aides en fait existent et qui peuvent être mobilisées auprès de l'AGFIP, des OPCO. Dans les CFA, vous avez aussi des référents handicap qui sont là pour aussi aider à mettre en place toutes ces aides. D'accord. Il est bientôt 55. Oui. Malheureusement, c'était passionnant, très instructif. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, nous voulions. Alors, il y a une dernière question. Mon fils disposant de 2 masters aimerait travailler dans une bibliothèque universitaire. Comment peut-il faire? Alors, vraiment, en moins de 2 minutes, Sabine, pour qu'on ait le temps quand même de conclure et puis de remercier nos participants et vous-même. Oui, Comment mon fils disposant de 2 masters aimerait travailler dans une bibliothèque universitaire, comment peut-il faire? Comment contacter une association de job coach? alors, oui, euh, je- enfin, il faut savoir que dans la fonction publique, si telle était la question aussi, il y a donc c'est le FIP qui est le pendant de la GFIP qui peut aussi accompagner à l'embauche, c'est-à-dire que dans les process de recrutement, et on peut bénéficier d'un aménagement. Les concours, on peut obtenir un aménagement des concours de la fonction publique.
Et puis, pour bénéficier d'un job coach, alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez l'emploi accompagné donc, qui est subventionné par l'ARS, la GFIP et le FIP, donc qui est totalement gratuit pour la personne et pour l'employeur. Et là, il faut s'adresser aux plateformes emploi accompagné dont vous trouverez les adresses et les coordonnées dans l'annuaire du CFEA, qui est le collectif français de l'emploi accompagné, qui est donc un collectif qui promouvoit l'emploi accompagné et sur leur site donc CFEA, vous trouverez l'ensemble, l'annuaire de l'ensemble des plateformes. Voilà, ou bien vous vous adressez au conseiller France Travail, Mission Locale ou Cap Emploi qui pourra vous mettre en lien et puis carrément faire la démarche parce que c'est les réseaux pour l'emploi qui effectuent les démarches d'orientation ou la MDPH. Et puis après, l'autre possibilité, c'est de faire appel à un job coach, j'allais dire en structure privée, c'est-à-dire non financé, non subventionné par l'État. Mais là, du coup, il y a un coût. Par contre, ce coût pourrait peut-être être pris en charge, par exemple, par une entreprise qui aurait vraiment envie voilà, d'accompagner le futur salarié ou le jeune ou bien par des aides à GFIP. Mais voilà, là-dessus, sur les possibilités de financement, je ne me prononcerai pas trop parce que c'est très, voilà, c'est très différent d'une région à une autre. Euh, donc voilà, mais sinon, la clé d'entrée, c'est de s'adresser à la plateforme emploi accompagné de la région, sachant que c'est le lieu d'habitation qui compte pour la personne, pour l'orientation. C'est-à-dire, j'habite sur Paris, je sollicite la plateforme emploi accompagné Paris. J'habite voilà, le Val-de-Marne, je contacte la plateforme emploi accompagné du Val-de-Marne. Merci beaucoup, Sabine. Alors, nous vous remercions vraiment très sincèrement hein, pour votre présence et puis la qualité de votre intervention. Euh, Merci. Nous remercions tous nos participants. Euh, et donc, je vous remercie aussi et nous envisageons hein, pour euh, un, une- un autre CAFConf, certainement dans l'année ou en début d'année prochaine, toujours sur ce thème-là, mais avec des thématiques encore plus précises, hein, qu'on va affiner et donc plus pointues. Merci à vous, Christine, je t'en prie. Merci. Il y avait juste à dire pour Oui, la la newsletter. newsletter. Alors, je te laisse le dire. Donc, vous pourrez retrouver dans la newsletter qui va paraître prochainement l'interview et le replay, l'interview de Sabine Muco et le replay de ce CAFConf. Voilà. Merci à tous. Et puis, David, je vous en prie. Merci, merci à Laurence et Christine et puis à toute l'équipe qui a largement contribué à cette CAFCON. Et puis, j'espère voilà, que j'aurai, à ma petite échelle, en tout cas, redonné l'espoir que le travail est possible. Ça a été très difficile pour moi d'être synthétique parce que j'ai effectivement énormément de choses à dire et à partager et je sais ô combien c'est complexe. Euh, mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de livrer ce message d'espoir. Et encore une fois, je remercie Promesse de m'avoir donné cette opportunité. Et c'est effectivement pour cette raison que on envisage déjà euh, D'autres CAFConf, absolument. d'autres CAFMONF avec des thématiques plus Oui, spécifiques parce que absolument. c'était très difficile pour moi de faire un condensé. Voilà. Nous solliciterons nos adhérents, nous leur demanderons aussi quelles sont les thématiques qu'ils ont Oui, envie de voir abordées par rapport à ce thème-là qui est bon, vaste. tout nouveau. Mm. Merci à vous, hein. Bonne soirée. merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.